nous allons voir aujourd'hui comment effectuer des sauvegardes et des récupérations qui sont gérées par l'utilisateur. Donc, lorsqu'on parle de la notion de récupération, on ne peut pas passer sans parler de restauration. Donc, la restauration, c'est la première étape si vous avez un problème et vous voulez faire la récupération. C'est-à-dire qu'il faut d'abord localiser vos fichiers, sauvegarder et de les remettre dans l'emplacement que la base de données peut connaître. Donc, ce qu'on fait, on récupère une copie à partir du mode magnétique ou d'un autre disque et on la place dans l'emplacement initial que la base de données peut connaître. Ensuite, la notion de récupération, c'est quoi? C'est remettre cet objet ou cet fichier-là qui est récupéré à partir de la sauvegarde, le remettre à l'état voulu, c'est-à-dire soit à l'état jusqu'à l'heure où il y a eu le problème, soit jusqu'à un point dans le temps désiré. Donc pour cela, on effectue une récupération en appliquant les informations de journalisation. Donc, quelles sont les causes qui peuvent vous conduire à effectuer une récupération? Bien sûr, donc, la cause principale, c'est la défaillance physique. Si vous avez donc un fichier qui est endommagé suite à l'endommagement d'un disque dur ou d'un support, ou encore suite à des erreurs humaines, soit des erreurs effectuées par les utilisateurs, soit des erreurs relatives à quelques applications. Lorsqu'on parle de fichiers, donc il y a deux sortes de fichiers, il y a les fichiers critiques, les fichiers non critiques. Les fichiers critiques, ce sont ceux qui vont causer l'arrêt total de la base de données. Par contre, les fichiers non critiques, ce sont les fichiers qui ne sont pas obligatoires pour le fonctionnement de la base de données ou ils ne vont pas causer un arrêt du fonctionnement total de la base de données. Si je prends un exemple, comme j'ai dit, c'est les fichiers temporaires. Donc les fichiers temporaires, s'ils sont perdus, le seul problème que vous aurez, c'est que vous ne pouvez plus faire des order by. Vous ne pouvez pas faire des tris sur des tables qui sont très volumineux. Ou encore, si vous perdez un fichier d'index, un fichier qui contient que des index. Dans ce cas-là, c'est vrai que la base de données va ralentir un peu, mais les autres types de space, les autres opérations seront toujours possibles. Donc, comment on peut intervenir pour résoudre ce genre de problème? C'est très simple. Ce sont des fichiers qui ne sont pas critiques et la base de données continue à fonctionner. On peut tout simplement de recréer ces fichiers à nouveau ou de le recréer s'il s'agit des index par exemple. Ou encore, si on ne peut pas faire ces deux scénarios-là, on peut les récupérer à partir des sauvegardes tout en gardant la base de données ouverte. Donc, si je prends un exemple d'un perte d'un fichier temporaire, un temp file, donc, le seul problème que vous aurez, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez faire un select quelque chose d'une table qui est très volumineuse, vous allez essayer de faire un tri, un order by, sur plusieurs colonnes par exemple. Donc, dans ce cas-là, vous aurez un problème en vous disant comme quoi que ce fichier temporaire, il n'est plus disponible et on ne peut donc pas stocker les informations de tri dans ce fichier-là et l'opération de tri, il sera échouée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème? Donc, vous allez toujours garder la base de données ouverte. Donc, on peut faire la récupération à base ouverte, c'est-à-dire que les autres types, space users, je ne sais pas, système, etc., sont toujours disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va essayer d'ajouter un nouveau fichier temporaire. Donc, le type space s'appelle temp. Donc, on va ajouter un fichier temporaire à ce type space-là. Donc, on lui attribue la taille convenable et ensuite, on enlève l'ancien fichier qui a causé problème, donc drop temp file, donc temp 01 qui a causé problème. Et la base de données est toujours ouverte et vous pouvez continuer à utiliser la base de données. Donc, deuxième scénario, on va essayer de voir, c'est lorsque vous perdez un fichier de journalisation. Donc, avant de parler de la perte et de la récupération, on va essayer de faire un petit rappel sur les états des fichiers des groupes de journalisation. Donc, on rappelle que les fichiers journaux ils sont organisés sous forme de groupes. Vous aurez 2, 3, jusqu'à 5 groupes. Et chaque groupe, il contient ce qu'on appelle des membres. Des membres, ça veut dire c'est des copies conformes. Donc, chaque groupe se voit changer son état. Donc, si on trouve un groupe avec l'état current, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le processus LogoWriter, il l'utilise actuellement pour écrire les informations de journalisation. C'est-à-dire, lorsque vous faites un update, un delete, un insert, et enregistré dans le log buffer, dans la SGA, et une fois que la SGA il devient encore plein, donc le LogoWriter il va essayer d'écrire dans ce groupe-là. Un groupe actif, avec l'état actif, c'est un groupe qui n'est pas utilisé par le LogoWriter, mais il contient encore des informations qui sont nécessaires pour la récupération de l'instance.
Donc, on aura besoin de ce fichier-là pour la récupération si jamais il y a un problème ou un crash de l'instance. Un groupe qui est inactif, donc c'est un groupe qui n'est pas utilisé par le logwriter et qui n'est pas nécessaire pour la récupération de l'instance. Donc, c'est un groupe que nous n'aurons pas de problème avec lui. Donc, même s'il est perdu, donc on ne va pas avoir de problème. Donc, comment on peut faire la récupération ou quels sont les différents scénarios suite à la perte d'un membre de groupe de fichiers de journalisation. Donc, cela, bien sûr, la situation ou le scénario, il va différer selon l'état du groupe. Donc, si le groupe il est inactif, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire pour la récupération, le scénario il est très simple. On va essayer de voir, puisqu'il n'est pas utilisé par le logwriter, il n'est pas nécessaire pour la récupération. Donc, on va essayer de voir c'est quoi le problème. Est-ce qu'on peut réparer le support? Est-ce que c'est juste un disque qui n'est pas bien en fichier, etc. Donc, si on arrive à réparer le support, c'est bien. Donc, il n'y a pas de problème, le problème est résolu. Si on n'arrive pas à résoudre le problème, on n'a qu'à vider le fichier journal, c'est-à-dire effacer son contenu. Il va devenir inutilisé. Et comme ça, la prochaine fois que le logwriter il va l'atteindre, il peut l'utiliser sans aucun problème. Deuxième scénario, c'est que le groupe a le statut actif. Donc, si le groupe a le statut actif, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de faire un checkpoint. On va créer un point de reprise. Donc, si on crée un checkpoint, ça veut dire que la base de données devient consistante, synchronisée. Donc, si le checkpoint a réussi, donc dans ce cas-là, le groupe il va devenir inactif et on aura le même scénario. Si on n'arrive pas à faire le checkpoint, donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce membre-là ou ce groupe-là, elle est perdu, elle est endommagée. Et donc dans ce cas-là, on doit faire ce qu'on appelle une restauration jusqu'à annulation. C'est-à-dire on va récupérer la base de données et on va exclure ce dernier groupe. Ce dernier groupe qui était utilisé, on va l'exclure de la récupération. C'est-à-dire que toutes les opérations et les transactions qui sont incluses dans ce groupe-là, elles seront perdues malheureusement. Si le groupe il est en cours, bah, ici c'est presque le même scénario, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire que parce que puisqu'il est en cours, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore récupéré, et donc vous ne pouvez qu'à restaurer jusqu'à annulation, c'est-à-dire jusqu'à dernier fichier ou dernier groupe valide. Donc les informations qui sont en cours, dans le fichier en cours, ils seront aussi perdus et vous ne pouvez pas les récupérer. Donc pour vider un fichier journal, c'est-à-dire le rendre inutilisable, donc là vous avez aussi plusieurs scénarios. Est-ce que le fichier journal est archivé ou non? Donc s'il était archivé, donc il n'y a pas de problème, on peut tout simplement faire clear log file group 1 par exemple. Et comme ça, on va vider le fichier groupe et on peut l'utiliser. Si le fichier journal n'est pas encore archivé, donc dans ce cas-là, c'est un problème parce qu'il n'est pas encore archivé et on en aura besoin pour faire la récupération si jamais il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va essayer de voir est-ce qu'il est nécessaire pour le fichier de données, pour la récupération. Si oui, on va faire alter database, clear log file et on va mentionner comme quoi que c'est un archive. D'accord? Sinon, pardon, on va dire juste c'est un archive. Si il est nécessaire pour la récupération, c'est-à-dire si jamais il y a un problème qui survient, on va perdre quelques transactions. Dans ce cas-là, on dit clear log file unarchived et unrecoverable data file. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va vider un groupe, c'est-à-dire qu'on va prendre de risques, parce que si jamais tout de suite il survient un problème, toutes les informations et les transactions contenues dans ce groupe-là, elles seront perdues. Là, c'est un problème parce que vous allez perdre quelques transactions. Mais si le problème il est juste localisé dans le fichier journal, donc on va essayer de prendre ce risque, mais tout de suite, une fois qu'on va terminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sauvegarde complète de la base de données. Et comme ça, donc, on n'aura pas ce risque-là. Donc, pour les table space ou les fichiers qui contiennent des index, donc je rappelle que les index, c'est juste des informations sur des données. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment à les récupérer si on a un problème. Donc, ce sont des informations sur les données. On peut à n'importe quel moment faire recours à le recréer. Donc, c'est généralement la meilleure solution qu'on recommande. C'est-à-dire qu'à la place de récupérer le fichier, on peut recréer l'index et on peut faire retour à l'option parallèle, donc le parallèle, pour accélérer l'opération. Donc, par exemple, ici, je peux recréer un index sur la colonne region name de la table HR region et en indiquant le parallèle 4, c'est-à-dire que le processus il va être accéléré 4 fois. Je peux aussi activer l'option no login et comme ça,
pas d'informations de journalisation qui seront générées et donc l'opération sera beaucoup plus rapide. Sinon, si vous voulez récupérer le fichier à partir d'une sauvegarde, donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'option recover, c'est-à-dire vous n'allez pas appliquer les fichiers journaux. Donc vous allez juste récupérer le fichier et l'utiliser sans aucun problème. Maintenant, on va essayer de voir un deuxième fichier qui n'est pas encore critique. C'est ce qu'on appelle le fichier de mot de passe. Donc, pour rappel, c'est quoi un fichier de mot de passe? Donc, il est à te rappeler qu'il y a deux modes d'authentification. Il y a ce qu'on appelle l'authentification par utilisateur et l'authentification par système d'exploitation. C'est-à-dire que je peux utiliser les informations d'authentification du système d'exploitation et les utiliser aussi pour se connecter à la base de données. C'est ce qu'on fait généralement lorsqu'on fait SQL+/A6DBA. Dans ce cas-là, on ne mentionne pas l'utilisateur, on ne mentionne pas le mot de passe, c'est juste l'authentification système. Sauf que cette option-là, on ne doit pas la toujours activer parce que je peux l'utiliser pour la connexion à distance et la connexion locale. Donc, si j'utilise la connexion à distance, c'est-à-dire à partir d'autres machines, donc je ne peux pas autoriser à d'autres machines de se connecter juste via leur système d'exploitation si je n'ai pas des connexions sécurisées. Les connexions sécurisées, ça veut dire que soit j'utilise Active Directory, soit j'utilise des machines locales et je peux les identifier sans aucun problème. Sinon, donc si je n'identifie pas les machines correctement, donc dans ce cas-là, je dois utiliser le fichier de mot de passe, c'est-à-dire chaque utilisateur, il doit utiliser un login et un mot de passe. Sinon, en local, c'est-à-dire sur la machine où il est installé Oracle, donc là aussi, est-ce que je souhaite que l'administrateur de la machine utilise la base de données comme administrateur? Si oui, donc je peux utiliser l'authentification par système. Si je ne veux pas autoriser à l'administrateur du système d'exploitation à utiliser, à se connecter via ces informations à la base de données, dans ce cas-là, je vais l'obliger à utiliser un fichier de mot de passe. Donc, si on perd ce fichier de mot de passe, le seul problème qu'on aura, c'est qu'on ne pourra plus créer des utilisateurs et en leur attribuant le privilège SysDBA. Comme ça, ils ne peuvent plus se connecter autant que SysDBA. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il est très simple. On va tout simplement recréer ce fichier-là, ce fichier de mot de passe. On va le recréer avec l'instruction sur le système d'exploitation qui s'appelle Aura PWD. Donc, Aura PWD et on spécifie file. Généralement, le fichier, c'est dans Oracle Home, c'est-à-dire dans C, App, Oracle, Product 11.2, etc. Et dans le dossier DBS, on crée un fichier qui s'appelle donc Aura PWL avec l'ID de la base de données. Et on spécifie le mot de passe de l'utilisateur 6, Oracle comme vous voulez, et entries, c'est pour spécifier combien d'utilisateurs maximum peuvent être stockés dans ce fichier. Donc, si on fait 5, ça veut dire qu'on pourra créer et ajouter 5 utilisateurs dans ce fichier-là. Je rappelle qu'ici, on est en train de parler des utilisateurs ayant le privilège SysDBA. Les utilisateurs normaux, comme Herman qu'on vient de créer l'autre fois, comme HR, comme Scott, comme n'importe quel utilisateur que vous allez créer, un utilisateur ordinaire, ces utilisateurs sont stockés dans la base de données, bien sûr. Là, on est en train de parler des utilisateurs qui peuvent se connecter au temps SysDBA et qui peuvent administrer la base de données. Il y a deux types de récupération, il y a la récupération complète et la récupération incomplète. Donc, je prends le scénario suivant, c'est que vous avez une sauvegarde le samedi dernier, par exemple, et vous avez eu un problème jeudi, à 10 heures, par exemple. Donc, le scénario nominal ou normal, c'est que vous voulez remettre la base de données comme elle a été à 10 heures. C'est-à-dire que vous ne voulez pas perdre des opérations, des transactions. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez restaurer à partir de la sauvegarde du samedi et vous allez appliquer tous les journaux, tous les fichiers journaux, vous allez l'appliquer un par un jusqu'à atteindre la dernière transaction et comme ça, vous avez fait ce qu'on appelle une sauvegarde complète. Vous avez tout récupéré. Mais dans quelques scénarios, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des erreurs utilisateurs. Donc, quelqu'un qui vous appelle qu'aujourd'hui, il est 10 heures, il est jeudi 10 heures, donc il va vous appeler et il va vous dire, voilà, à 9 heures, j'ai commis une erreur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remédier à ce problème? Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous allez essayer de remettre la base de données comme il a été à 9 heures. Et vous allez perdre 1 heure des transactions. Donc, dans ce cas-là, vous allez restaurer la totalité des données et vous allez appliquer les journaux jusqu'à jeudi à 9 heures. Donc, jusqu'à 9 heures et les opérations de 9 heures à 10 heures, ils seront tous
perdus. Donc, ils seront manquants. Donc, c'est ce qu'on appelle une récupération incomplète. Donc, le processus, ça serait le suivant. On restaure les fichiers de la sauvegarde à partir du support, une bande magnétique ou un disque ou autre chose. Donc, on va restaurer tous les fichiers de données. Et puis, donc, puisqu'on a tous les fichiers journaux, on a toutes les sauvegardes incrémentielles, différentielles, cumulatives. Donc, on va les appliquer toutes sur les données pour les remettre, pour les avancer dans le temps. Et donc, on aura, dans notre fichier de données, en appliquant ces fichiers journaux, ces sauvegardes incrémentielles, on aura des transactions qui sont validées et bien évidemment des transactions qui ne sont pas validées. Donc, la base de données maintenant, elle peut être ouverte et ces transactions qui ne sont validées, elles vont générer des données d'annulation. Donc, on peut annuler ces opérations qui ne sont pas validées et on peut dire que la base de données est récupérée totalement et aucune opération ne sera perdue, sauf bien sûr les transactions qui ne sont pas validées, qui ne peuvent pas être considérées comme des données perdues. Par contre, dans le processus de récupération incomplète, c'est que soit il y a des fichiers journaux qui sont perdus, soit que vous allez faire une récupération jusqu'à un point dans le temps et vous n'allez pas appliquer par vous-même quelques fichiers journaux. Donc, dans ce cas-là, on va aussi récupérer les fichiers de la sauvegarde. On ne va pas appliquer tous les fichiers journaux et toutes les sauvegardes incrémentielles. On va appliquer quelques-uns. Donc, aussi, il va générer des transactions valides et des transactions non valides jusqu'à un point dans le temps. Une fois que la base de données est ouverte, on va annuler ces informations et on a une récupération incomplète. Donc, on parle d'une sauvegarde et récupération gérée par les utilisateurs et gérée par Herman. Donc, gérée par l'utilisateur, ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas utiliser l'utilitaire Herman. C'est à vous de tout faire. Donc, vous allez chercher les sauvegardes à partir des fichiers originaux et vous allez appliquer toutes les opérations. Donc, vous allez tout gérer par vous-même. Deuxième type, c'est les sauvegardes gérées par le serveur en utilisant bien sûr Herman. Et donc, c'est la sauvegarde et la restauration la plus simple parce que c'est Herman qui s'occupe de localiser les fichiers. C'est lui qui va s'occuper d'appliquer les fichiers journaux et ainsi de suite. Par contre, dans le premier scénario, c'est à vous de voir quels sont les fichiers à récupérer. C'est à vous de voir quels sont les fichiers à recopier à partir de sauvegarde et les fichiers journaux à appliquer. Donc, si vous voulez réaliser une sauvegarde gérée par l'utilisateur, donc la première des choses à savoir, c'est que est-ce que vous êtes en mode archivologue ou non. Donc, si vous êtes en mode archivologue, c'est bon. Donc, vous pouvez mettre les table space hors ligne, d'accord, en mode de sauvegarde, et commencer à faire copier-coller à partir du système d'exploitation. Soit vous utilisez l'instruction KP, soit vous utilisez le système d'exploitation avec bouton droit, copier, puis bouton droit, coller. Et remettre mettre fin à la sauvegarde et vous avez des fichiers qui sont copiés. Si vous êtes en mode non archivologue, c'est-à-dire que vous n'avez pas activé l'archivage, dans ce cas-là, il faut arrêter totalement la base de données et faire ce qu'on appelle une sauvegarde à froid. Donc, il faut absolument arrêter la base de données pour pouvoir effectuer des sauvegardes. Donc, si vous voulez faire les sauvegardes manuellement, donc la première étape à faire, c'est localiser vos fichiers à sauvegarder. Donc, soit vous connaissez très bien votre base de données, donc vous pouvez le localiser facilement. Sinon, vous pouvez consulter les vues $. Donc, par exemple, ici, je peux faire select name from $data file et je peux connaître tous les fichiers de la base de données et aussi select name from vcontrol file pour connaître les fichiers de contrôle qui sont utilisés par la base de données. Donc, en mode non archivologue, on a dit vous êtes obligé de faire une sauvegarde froide. Donc, il faut d'abord arrêter la base de données de manière propre, c'est-à-dire soit immédiate, soit transactionnelle, soit normale. Abort n'est pas autorisé parce que vous aurez une base de données qui n'est pas consistante. Et copier, donc soit vous utilisez une section copier pour copier tous les fichiers, soit vous faites copier-coller avec le système d'exploitation, bien sûr, avec bouton droit, etc., des outils graphiques comme vous voulez, et ensuite redémarrer la base de données. Donc, si vous voulez sauvegarder une base de données en mode archivologue, donc dans ce cas-là, c'est presque le même scénario. Il faut identifier les fichiers et remettre les table space. Donc, surtout les table space, il faut les remettre en mode backup. Donc, on exécute l'instruction alter table space users, begin backup, et puis on fait des copier-coller. Donc, pendant ce stade-là, c'est-à-dire le stade que le table space est en mode backup, les autres utilisateurs peuvent continuer à utiliser le table space pour faire des selects, pour faire des updates, des inserts, etc. Donc, vous pouvez copier. Une fois que vous avez terminé la copie, vous pouvez remettre ou mettre fin à la sauvegarde en faisant alter table space users and backup. Et comme ça, vous avez sauvegardé
les types space que vous voulez à chaud. Donc, vous pouvez aussi sauvegarder les fichiers de contrôle. Et là, vous avez deux façons pour le faire. Soit vous allez sauvegarder une version binaire du fichier. Comme ça, vous faites alter database backup control file to et vous indiquez le nom du fichier. Et c'est un fichier binaire, donc vous ne pouvez pas l'ouvrir. Par contre, la deuxième option, c'est alter database backup control file to trace. Et dans ce cas-là, vous pouvez sauvegarder le fichier de contrôle avec une instruction create control file. Donc, c'est un fichier texte que vous pouvez visualiser pour voir même les autres informations contenues dans ce fichier-là. Donc, si on veut effectuer une récupération complète de la base de données gérée totalement par l'utilisateur, parce qu'on veut remettre la base de données à la dernière étape, c'est-à-dire tout récupérer, donc on doit remettre la base de données jusqu'à le dernier SCN. Donc, le SCN, c'est ce qu'on appelle le System Change Number, c'est-à-dire c'est un compteur, si vous voulez, qui indique toutes les opérations effectuées sur la base de données. Donc, il peut être réalisé en une fois sur la base de données entière, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer, restaurer tous les tablespaces, ou vous pouvez choisir un seul tablespace ou deux tablespaces que vous voulez récupérer. Donc, ça nécessite d'avoir un fichier de contrôle actuel, valide, d'avoir des sauvegardes de tous les fichiers à récupérer, et il faut avoir aussi les fichiers de journalisation archivés jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire jusqu'au dernier readlog en ligne. Donc, si vous avez perdu un fichier journaux, donc dans ce cas-là, vous ne pouvez plus faire la récupération complète. Vous devrez passer à la récupération incomplète. Donc, on prend un scénario. Donc, est-ce que la base de données est ouverte? Donc, si oui, donc vous allez essayer d'identifier les différents fichiers. Select, cada, donc from le data file, utiliser les fichiers journaux, localiser les fichiers journaux et arrêter la base de données. Donc, une fois que la base de données est arrêtée, on peut donc réparer le matériel. Donc, si le disque dur est endommagé, autre chose. Donc, on va restaurer les fichiers. Donc, je rappelle que puisque c'est géré par l'utilisateur, restaurer les fichiers, c'est de faire copier, coller à partir de la sauvegarde. Et on va ouvrir la base de données en stade mount. Donc, on va juste monter la base de données. Donc, en stade mount. Et ensuite, on va utiliser l'instruction recover pour appliquer les fichiers journaux sur les fichiers de données et remettre les fichiers en ligne et ensuite ouvrir la base de données et vous aurez donc fait une récupération complète sur la base de données. Donc, pour connaître quels sont les fichiers à récupérer, donc vous pouvez interroger la vue vRecover File. Donc, vRecover File, vous avez des informations, le nom de fichier, le numéro de fichier, pardon, et error. Donc, error, il va vous indiquer pourquoi ce fichier-là doit être récupéré. Donc, soit il n'est pas à jour, soit il y a des modifications qui doivent être appliquées, soit le fichier il est endommagé. Donc, la même chose ici. Vous pouvez consulter la vue vRecovery Log pour connaître quels sont les fichiers journaux que vous devrez utiliser pour la récupération. Donc, vous allez restaurer les fichiers à partir des sauvegardes, soit un disque dur externe, soit une bande magnétique. Donc, vous allez restaurer ces fichiers dans l'emplacement connu par la base de données ou un emplacement X, et puis le modifier les noms des fichiers pour qu'ils soient les mêmes que celles utilisées par la base de données, et puis les remettre en ligne, c'est-à-dire qu'elles soient utilisées. Donc, pour appliquer les données de journalisation, vous pouvez utiliser tout simplement l'instruction recover. Donc, recover, c'est elle qui va essayer de lire les données de journalisation et les appliquer sur les fichiers. Donc, en indiquant automatique, en indiquant l'option automatique, ça veut dire que ces fichiers journaux, ils seront appliqués jusqu'à dernier fichier journal valide. Donc, vous pouvez la changer avec cancel, et comme ça, à chaque fois, il va vous prendre, il va vous inviter à accepter ou à refuser. C'est-à-dire, on va dire, on va appliquer le fichier journaux ayant le séquence 31. Vous allez dire yes. On va vous appliquer le fichier journaux 32. Ce que vous voulez faire, yes, et ainsi de suite. Donc, pour éviter ça, puisqu'on va faire une récupération complète, on va faire automatique, comme ça, tous les fichiers journaux, ils seront appliqués. Et là, vous pouvez indiquer l'emplacement, bien sûr. Il faut indiquer l'emplacement de ces fichiers journaux. Une fois que vous avez terminé la récupération, il faut ouvrir la base de données et comme ça, il sera remis à son état initial. Donc, si vous voulez effectuer une récupération à base ouverte, donc dans ce cas-là, il faut déjà identifier les fichiers de données, il faut identifier les fichiers journaux à utiliser. Donc, il faut mettre les fichiers de données endommagés hors ligne, offline, pour qu'ils ne soient plus utilisables. Donc, vous devrez diagnostiquer et essayer de voir c'est quoi le problème avec le support. Donc, si vous pouvez résoudre juste le problème,
c'est-à-dire c'est juste un disque dur qui n'était pas bien enfiché, ou je ne sais pas, c'est un serveur NAS que vous devrez réalimenter, je ne sais pas quoi. Donc dans ce cas-là, si le problème est résolu rapidement, vous pouvez tout simplement recommencer, c'est-à-dire remettre le fichier en ligne et le problème est résolu. Sinon, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les fichiers en ligne, c'est-à-dire que le problème n'est pas résolu. Donc dans ce cas-là, il faut remplacer le support matériel et il faut restaurer les fichiers et les fichiers de journalisation archivés endommagés. Donc il faut chercher à partir de votre sauvegarde ces fichiers-là et essayer de les récupérer. Donc ensuite, vous utilisez l'instruction recover pour appliquer les fichiers journaux et remettre le fichier en ligne et le problème est résolu. Donc si vous voulez effectuer une récupération incomplète gérée par l'utilisateur, soit vous avez perdu un fichier de données, soit vous avez perdu un fichier de journaux, soit il y a un utilisateur qui a fait une erreur, un erreur, et vous voulez donc annuler cette transaction. Donc vous souhaitez que la base de données soit retrouvée à l'état qu'elle présentait avant la survenue de l'incident, c'est-à-dire l'erreur utilisateur ou le problème X. Donc la base de données, elle contient des blocs endommagés, c'est-à-dire des blocs qui sont endommagés suite à des erreurs utilisateurs, ou encore parce que vous ne pouvez pas effectuer une récupération complète, parce que c'est des fichiers journaux qui sont perdus au manquant. Vous voulez créer une base de données de tests présentant un état passé, donc je ne sais pas, mais parfois c'est juste pour faire des tests, c'est-à-dire vous allez dire si à 9 heures on a fait cela à la place de cela, on aurait autre chose. Donc vous voulez faire ces scénarios-là. Donc c'est comme une multiplication et vous allez donc avoir plusieurs scénarios possibles. Ou encore un ou plusieurs fichiers de journalisation non archivés qui sont perdus. Donc, si je prends l'exemple ici, on est là, d'accord? Donc, on est là et il y a un problème. Donc, le problème, c'est soit il y a un fichier journal qui est perdu. Donc, supposons par exemple que c'est le fichier journal numéro 31. Le fichier journal numéro 31, ça existe ici, contenu des informations à ce stade-là. Donc, s'il contient les informations là, donc tout ce qui est arrivé après ça, donc cette étape-là, ils seront perdus. Donc, on ne peut pas faire une récupération complète. Donc, quand vous allez appliquer les fichiers journaux, une fois qu'il va arriver à ce niveau-là, et il ne va pas pouvoir localiser le fichier journal, donc il va vous en ficher une erreur et en vous disant qu'on voit qu'on ne peut pas effectuer une récupération complète. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est appliquer les journaux jusqu'à annulation. C'est-à-dire, vous allez lui dire qu'on va tout appliquer jusqu'à ce fichier journal ici. Et donc, dans ce cas-là, donc, vous aurez une sauvegarde, une récupération incomplète avec annulation. C'est-à-dire, c'est vous que vous allez dire, c'est bon, il faut s'arrêter là, à ce fichier-là 31, et plus continuer jusqu'à présent. Deuxième scénario, c'est en connaissant le SCN, c'est-à-dire le System Change Number. Donc, c'est l'utilisateur qui vous a appelé pour vous dire qu'il y a un problème à 9 heures, ou je ne sais pas, 10 heures, donc vous avez pu localiser le System Change Number de la base de données. C'est-à-dire que, par exemple, à cette heure-là, c'était 1200. Donc, vous pouvez faire recover until SCN égale 1200. Sinon, vous connaissez l'heure exacte, c'est-à-dire c'est 9 heures. Donc, vous pouvez lui dire, on va faire recover until time, et on indique le moment exact, c'est-à-dire le jeudi, je ne sais pas combien avril, à 9 heures exactement. 9 heures, 9 heures, 9 heures 2 minutes, comme vous voulez. Donc, vous pouvez indiquer l'heure exacte. Et comme ça, toutes les informations après cette heure-là, ils ne seront pas appliquées. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire recover database until time, vous spécifiez l'heure exacte. Ou, comme j'ai dit, donc vous pouvez faire recover database until cancel. Et comme ça, vous allez être invité à accepter ou à refuser d'appliquer les fichiers journaux. Donc, si vous voulez faire une récupération incomplète, donc vous devrez d'abord arrêter la base de données, restaurer les fichiers de données à partir de la sauvegarde complète que vous disposez. Donc, ouvrir la base de données en stade mount, et puis faire recover until time ou recover until cancel, comme vous voulez. Sauf que cette fois-ci-là, puisqu'on a perdu quelques fichiers de journalisation, donc on n'a pas pu remettre la base de données jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'option le set logs. Donc, le set logs, il va initialiser les fichiers journaux et on va commencer dorénavant à partir du fichier journal avec le séquence numéro 1. On ne va plus continuer le même compte, d'accord, c'est-à-dire 31, 32, non, on va recommencer à partir de 1. Ce que vous aurez, c'est quoi? Donc, si je prends ce scénario-là, donc il y a quelqu'un qui exécute un travail d'une manière incorrecte, donc c'était l'heure, c'était 15 minutes avant, donc si on est par exemple à 14 heures, c'était à 1h45,
Et depuis 1h45, il y a peu d'activité, donc c'est même vous annulez ces opérations, c'est pas un très, il n'a pas un très effet sur l'activité de l'entreprise. Donc vous décidez de faire une récupération incomplète jusqu'à 1h45 minutes. Donc vous allez arrêter la base de données d'une manière propre et vous allez copier les fichiers à partir de la sauvegarde complète. Vous allez démarrer la base de données en stade mount et puis vous allez faire recover database until time en indiquant 1h45. La date est l'heure 1h45. Et en ouvrant la base de données, il faut indiquer l'option reset logs. La récupération jusqu'à annulation, c'est-à-dire que vous avez soit un fichier journal en ligne qui est manquant, soit un fichier journal archivé qui est perdu aussi, ou encore que vous ne voulez pas faire des opérations contenues dans un fichier de journalisation. Par exemple, le fichier qui contient les informations du 11h34 et plus, vous ne voulez pas les appliquer parce qu'après 11h34, il y avait pas mal d'opérations erronées que vous voulez annuler. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pouvez arrêter la base de données et restaurer tous les fichiers de données à partir de la sauvegarde que vous avez, la sauvegarde la plus récente. Et vous allez donc faire recover database until cancel. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on va appliquer un fichier journal, donc on a dit que le dernier fichier c'était le numéro 30 par exemple, et vous ne voulez pas appliquer les données que le fichier 29 contient aussi. Donc vous voulez annuler ceux de 29 et ceux de 30. Donc on va appliquer tous les fichiers journaux jusqu'à 28. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites recover database until cancel? On va vous dire, on va appliquer les fichiers journaux 24. Vous allez dire yes. 25, yes. 26, yes. 27, yes. 28, yes. Une fois qu'on vous dit 29, vous allez dire no. Une fois que vous faites no, la récupération est arrêtée et ces journaux-là, ils ne seront pas considérés dans la partie récupération. Une fois que vous avez terminé, on va utiliser alter database open reset logs pour recommencer bien sûr le compte pour les fichiers journaux. Et c'est une nouvelle incarnation de la base. Je passerai maintenant à la partie démonstration. Je vais essayer de lancer la console. Et je vérifie bien que j'utilise la base de données ORCL. Et je peux faire SQL plus slash as SDB. Et là, bien sûr, donc, j'ai utilisé une authentification en utilisant le système d'exploitation. Donc, si vous avez remarqué, donc je n'ai pas spécifié un nom d'utilisateur. Normalement, on doit faire 6 et le mot de passe qui est Oracle A16DB. Et dans ce cas-là, on utilise le fichier de mot de passe. Ce n'est pas une authentification, locale. Donc, une fois que je suis connecté, donc je vais essayer de créer 2 dossiers juste pour les sauvegardes. Donc, je vais créer un dossier, je vais l'appeler UM1, c'est-à-dire User Managed, c'est-à-dire les sauvegardes gérées par l'utilisateur. Je vais créer un deuxième dossier, UM2. Donc, le premier scénario, c'est qu'on va essayer d'effectuer déjà des sauvegardes qui sont gérées par l'utilisateur. Donc, on doit d'abord connaître quels sont les fichiers de données de notre base de données. Donc, pour faire cela, je peux utiliser la vue $data file. Donc, j'ai toutes les informations sur mes fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est select file number, name from $data file. Donc ici, c'est un peu bouleversé. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ça en ordre. Je vais faire call name, format A50 par exemple. Je réexécute la même requête. Donc maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc notre base de données se compose de 6 fichiers. Donc, système pour le type space system, sysox, endo, users, example et TS1. Donc TS1. Donc, c'est ces fichiers-là, normalement, que je dois sauvegarder. Donc, si je veux les sauvegarder, donc je n'ai qu'à choisir l'option, est-ce que c'est à froid, c'est-à-dire c'est la base de données en mode archivolog. Non, archivolog, donc je dois arrêter la base de données et faire la sauvegarde à froid. Sinon,
donc je peux faire la sauvegarde à chaud. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais commencer par le fichier de paramètres d'initialisation. Donc je rappelle que le fichier de paramètres d'initialisation, il contient pas mal d'informations et de paramètres qui permettent de contrôler le fonctionnement de la base de données. Ce fichier de paramètres d'initialisation, il se trouve dans le dossier Oracle. Product 11. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Oracle Home. Voilà, c'est le dossier database. Et voilà, vous avez le SP file ORCL. Vous pouvez le voir ici. Donc vous avez un SP file ORCL. Donc c'est un fichier binaire. Le SP file, c'est un fichier binaire. Donc il ne me donne pas la main d'y accéder parce que c'est un peu protégé. Donc, on va essayer de le sauvegarder parce que si on perd le fichier de paramètres d'initialisation, on ne peut plus démarrer la base de données. Donc, puisque c'est une sauvegarde gérée par l'utilisateur, rappelez-vous. Donc, c'est à nous de gérer ça. Par contre, si on utilise Herman, Herman, il nous permet de faire une sauvegarde automatique du SP file. Mais on a opté pour le choix de faire une sauvegarde gérée manuellement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire create SP file et j'indique le chemin, donc c'est dans C, dans le dossier que je viens de créer, UM1, et on va l'appeler file.rcl.txt si vous voulez, from spfile. Donc il va le créer automatiquement à partir du pfile. Donc si je reviens dans mon dossier, donc UM1, je trouve que voilà, j'ai mon pfile. Donc, vous pouvez voir les paramètres d'initialisation qui sont déjà définis. La zone par exemple, du buffer cache, je ne sais pas, la taille du bloc, le nom de la base de données, les fichiers contrôle qui sont utilisés, d'accord? On a 2 fichiers de contrôle et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes les informations dans votre base de données. Maintenant, on va essayer de sauvegarder, voir comment sauvegarder ces fichiers de contrôle. Donc, ils sont très nécessaires pour la base de données. Donc là aussi, si j'ai utilisé Herman et si j'ai activé le Auto Backup On, une fois que vous effectuez vos sauvegardes, il va sauvegarder ces fichiers-là d'une manière automatique. Donc là, on a dit qu'il y a 2 possibilités pour sauvegarder le fichier de contrôle. Soit vous sauvegardez une version binaire, soit vous sauvegardez une version textuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est Alter Database et Backup Control File. Donc, c'est Alter Database, Backup Control File. J'indique le chemin, to C, UM1, et je vais indiquer ctl.bin pour dire que c'est binaire. Ce que j'ai ici, backup, je me suis trompé ici. Voilà. Donc vous voyez que donc, il est créé, donc je peux vérifier rapidement. Donc UM1, et c'est un fichier binaire. D'accord. Donc vous allez voir que le contenu est un peu bouleversé. C'est un fichier binaire, donc je ne peux pas le visualiser correctement. Par contre, je peux le sauvegarder sous format textuel. Comme ça, je peux faire Control File to Trees. Et j'indique as. Et cette fois-ci, je vais dire que c'est txt. Et le fichier est créé. Donc, je vérifie. Voilà. Maintenant, c'est un fichier textuel. Et là, vous pouvez voir. Donc, ça permet de faire la create control file pour la base de données ORCL. Et là, il y a toutes les informations de la base de données. Donc, il nous dit que voilà, on a des log files, 2 groupes de membres, 3 groupes de membres. Voici les fichiers de données qu'on a visualisés tout à l'heure. Et regardez, il y a plus que ça. Il y a même les informations de Herman. Les informations qui sont sauvegardées par Herman. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé d'utiliser Herman, on a vu qu'on peut utiliser soit le fichier de contrôle de la base de données cible, soit utiliser le catalogue de l'installation. Donc Herman, il utilise les fichiers de contrôle pour sauvegarder ces informations. Donc, ce fichier-là, ce script-là, il me permet de recréer le fichier de contrôle si jamais ils sont perdus suite à un problème
quelconque. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle une sauvegarde froide de la totalité de la base de données. Donc, une sauvegarde froide de la totalité de la base de données. Donc, pour faire une sauvegarde froide de la totalité de la base de données, la première des choses, c'est, comme j'ai dit, c'est localiser la base, c'est localiser les différents fichiers. Donc, tous les fichiers se trouvent dans le dossier ORCL de Oradata. Et pour cela, bien sûr, donc, il faut arrêter la base de données. Donc, je vais faire, avant de faire shutdown, donc là, on a localisé les fichiers. Je peux vous montrer un autre moyen pour faire ça. Donc, il y en a qui aiment les outils graphiques mieux que les lignes de commande. Moi, je préfère les lignes de commande parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc, je peux utiliser Enterprise Manager, bien sûr, pour visualiser toutes les informations. Oracle, 6 DBA. Que c'est démarré, donc je peux aller dans serveur, et là vous avez TileSpace. Et là vous avez tous les TileSpace à vous disposer, et vous pouvez pour chaque TileSpace visualiser quels sont les fichiers. Donc c'est le même résultat que vous avez ici. Donc on a dit on va faire une sauvegarde froid, c'est-à-dire qu'on doit obligatoirement arrêter la base de données. Donc on va faire shutdown immediate, ça doit être d'une manière propre. Donc, soit j'utilise immediate, soit j'utilise transactional ou encore normal. Donc, une fois que la base de données est arrêtée, on va essayer de copier ça. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Créer ici un dossier. Je vais l'appeler consistent backup. Donc, une fois que la base de données est arrêtée, donc je peux aller dans l'emplacement des fichiers. Donc, on a ici app, Oracle, Oradata et ORCL. Donc, qu'est-ce que je dois copier? Je dois copier les fichiers DBF. Donc, DBF, 1, 2, 3, 4, 5, CTRL-C, et je vais les copier ici. Donc, continuer. Une fois que la sauvegarde est terminée, donc, je peux aussi sauvegarder les fichiers journaux. Donc, les fichiers journaux, pour moi, c'est juste pour vous montrer l'emplacement. Normalement, l'emplacement par défaut, c'est la zone de récupération rapide. Ça doit être ici. L'emplacement par défaut, c'est là. Donc, c'est ici Archivolog. Donc, ici, moi, j'ai rien parce que j'ai changé l'autre fois l'emplacement. Donc, je vais vous montrer où ils sont stockés. Show paramètre log archive disk. Et là, j'ai dans arc 2. Donc, si je change deuxième position, donc arc 1, donc arc 2 et arc 1. Donc j'ai deux emplacements, on l'a défini l'autre fois. Donc si je reviens à app C, j'ai arc 1 et arc 2, donc je peux copier tout ça. Donc une seule copie, ça me suffira, je ne vais pas faire de copie, je fais CTRL-V. Et voilà, donc j'ai sauvegardé aussi les fichiers journaux en ligne. Et voilà, donc j'ai fait une sauvegarde froide. La base de données est arrêtée. Maintenant, la base de données est démarrée. Et si je veux faire une sauvegarde à chaud, c'est-à-dire je veux garder la base de données qui est démarrée et je veux sauvegarder le type space, par exemple, les users. Donc, pour connaître déjà les fichiers, comme je dis toujours, je remets la même commande. J'ai un dossier, un fichier qui s'appelle users et je veux le sauvegarder, mais à chaud. Donc,
D'abord, je dois identifier les table space. Donc, pour identifier les table space, je peux visualiser V table space. Vous voyez là, j'ai le table space number et j'ai le name. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire select, donc f.name, le nom de fichier, et puis ts.name, le nom de table space, from v$ file, f, join, v$, table space, cs, using ts number. Voilà. Donc l'affichage, je vais faire call. Donc d'abord, je vais renommer ça. Donc ça, je vais l'appeler tsname. Et ça, je vais l'appeler fname. Et maintenant, je vais faire call fname à 40 et pardon. On call fname à 50 et call tsname. 50 c'est beaucoup, peut-être 20. Et je vais réexécuter la requête. Maintenant, c'est bien. Donc, le fichier que je veux sauvegarder, c'est bien users. Donc, il appartient au table space user. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire alter database, pardon, alter table space. Je veux juste le table space, alter table space, users, donc le nom ici. Et je vais indiquer comme quoi que je vais commencer la sauvegarde. Donc, je vais dire begin backup. Donc, le table space dorénavant, il est toujours accessible par les utilisateurs et il est en stade et il est prêt pour être sauvegardé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux aller et faire copier-coller avec le système d'exploitation. Sinon, je peux utiliser l'insélection copier ou copier si je veux. Donc, je peux utiliser host pour revenir à la ligne de commande. Et là, je peux faire l'insélection au copier. Donc, au copier, c'est une insélection très intéressante parce que ça permet de copier les fichiers, à partir, même si elles sont utilisées par le système d'exploitation. Donc, on va aller dans CD, C, App, Oracle, Oradata, Oracel. Et je peux afficher déjà les fichiers avec l'extension .ddf, juste pour voir. Voilà, donc mon fichier users, il est bien là. Donc maintenant, je peux faire ou copie, users 01.ddf, et je vais indiquer to C, UM2, users copie.ddf. Maintenant, il est copié, donc je peux vérifier encore, voilà. Donc, je vais revenir à SQL+, cette Oracle SID égale ORCL. Je vais faire SQL+, slash A6DB. Et maintenant, je suis donc SQL+, je peux faire alter table space users, et je peux faire end backup pour le remettre à son état initial. Donc nous avons une sauvegarde. Donc cette sauvegarde, normalement, on compte sur elle pour résoudre un problème suite à une défaillance matérielle. Donc je dois être sûr que cette sauvegarde-là, il n'est pas corrompu, il n'est pas endommagé. D'accord? Donc je dois la vérifier d'une manière régulière. Donc pour cela, on va utiliser l'utilitaire DBV. Donc je vais lancer une deuxième fenêtre en tant qu'administrateur. Je vais utiliser un utilitaire qui s'appelle DBV. D'accord? Donc DBV, et il m'indique si un problème existe sur un fichier, est-ce qu'il y a des blocs qui sont corrompus, etc. Donc, je vais faire CD CUM
de dire, donc j'ai mon dossier là, user copy ou user lower, le premier, et je vais faire dbv file égale user 01 underscore bcp.dbf, et je peux rajouter feedback pour indiquer avec des points. Donc le feedback ici, ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire pour 100 pages, il va me tracer un point. Pour chaque 100 pages, il me traduit un point. Donc il a examiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7 pages, chacun contenant 100 enregistrements. Donc qu'est-ce que je dois tirer de tout cela? Tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est où il y a des échecs, s'il y a des erreurs. Donc si vous voyez ici, en échec, c'est 0. Les index en échec, c'est 0. Les données en échec, c'est 0, ça c'est bien. Et aussi, donc les pages traitées en échec, c'est 0. Les marqués altérés, les blocs corrompus, c'est 0. Donc là, c'est le fichier, il est valide et on peut donc l'utiliser si jamais il y a un problème. Donc maintenant, nous avons effectué des sauvegardes qui sont gérées par l'utilisateur, des sauvegardes à base de données ouvertes et des sauvegardes à base de données fermées. Maintenant, on va essayer de faire des récupérations suite à des problèmes. Donc, supposons que maintenant un fichier contrôle qui est endommagé. D'accord? Donc, les fichiers de contrôle sont des fichiers qui sont critiques, c'est-à-dire qui sont nécessaires pour la base de données. Donc, si je fais, je reviens à l'interface, je fais show paramètres, control files. Donc, on a deux fichiers, ils sont multiplexés pour cette raison-là, c'est-à-dire si vous perdez un fichier, il y a toujours un deuxième. Normalement, je dois avoir 2, 3 sur des disques qui sont différents. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Donc, on va essayer d'arrêter la base de données. Shutdown. Immediate. Donc, je vais arrêter la base de données et je vais essayer donc, je vais partir dans Oracle. Donc, le premier fichier de contrôle, il est là. Contrôle 01.ctl. Par contre, le deuxième, il se trouve dans la flash recovery area, ici. Dans la flash recovery area, en Oracle, vous avez ici contrôle 002. Ce que je vais essayer de faire, c'est je vais déplacer ce fichier-là vers UM2 par exemple. Donc c'est comme il est perdu, parce qu'il n'est plus dans son emplacement initial, donc il n'est plus là. Donc si on essaie de démarrer la base de données, startup. Donc ici, il nous dit que voilà, il y a un problème et on doit consulter. Donc ici, il nous dit qu'il y a un problème pour l'identification des fichiers de contrôle, donc lequel on ne sait pas. Donc, pour pouvoir identifier quel fichier est endommagé des deux ou manquant, donc on doit consulter le journal d'alerte. Donc pour consulter le journal d'alerte, donc là, je peux vérifier status from v$ instance. Donc vous allez remarquer qu'il est started, il n'est pas ouverte, il est juste démarré. C'est-à-dire l'instance est démarrée, mais la base de données n'est pas encore ouverte. Pour démarrer et ouvrir la base de données, on a besoin du fichier de contrôle, de tous les fichiers de contrôle. Donc on va essayer de visualiser ce journal d'alerte. Donc je vais aller dans Diag. Diag, par la suite, je pense que c'est RDBMS et OSL. Et là, OSL et alerte. Voilà. Et là, on va essayer d'ouvrir avec peut-être. Et là, on va essayer d'aller vers la fin. Voilà. Donc ici, on va essayer de monter un peu. Voilà. Et l'erreur qui arrive de survenir tout à l'heure. Voilà. Donc ici, vous pouvez donc visualiser l'heure. Donc il est 15h13, et dans mon heure, c'est 15h16. Donc c'est tout de suite, tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ici, le contrôle file qui se trouve dans la flash recovery area est manquant. Enable to open file. Donc ouverture impossible de fichier.
Vous voyez, c'est le fichier qui se trouve dans la zone de récupération rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque je dispose déjà d'un fichier de contrôle qui est encore valide, donc, show paramètre control files. Donc, j'ai perdu 1, mais je dispose encore de 1. 1 me suffira pour démarrer la base de données. Donc, je peux démarrer la base de données avec ce fichier-là, et puis arrêter la base de données correctement et multiplexer le fichier deux fois. Donc, ici, il y a deux manières pour faire les choses. Donc, soit j'utilise un seul fichier, soit je peux aller dans le fichier multiplexé, donc dans App, Oracle, Data. Donc, puisque j'ai un fichier ici, CTRL 01, je peux faire CTRL C et je peux revenir à Flash Recovery Area, à ORCL, et je vais faire CTRL V et je change le nom. Donc, c'était 2, je mets 2, et maintenant, je vais essayer de redémarrer par App Force. Et normalement, la base de données doit démarrer sans aucun problème. Et voilà, le problème est résolu. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut intervenir si on perd un fichier ou un membre de fichier de journée. Donc, déjà, je vais revenir dans Enterprise Manager juste pour vous montrer les fichiers journaux dont on dispose. Je vais me reconnecter parce que j'ai arrêté la base de données plusieurs fois. 6, Oracle, UDA, base de données arrêtée. Donc, si je fais dans serveur, ici vous avez les groupes des fichiers de journalisation. Et là, j'ai trois groupes. Voilà les états dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, leur état, donc on a le groupe 1 qui est inactif, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire pour la récupération, le groupe 3 aussi, et le groupe 2 aussi. Donc, je peux faire des log switch, c'est-à-dire provoquer des passages d'un groupe à l'autre. Vous allez voir les états qui changent. Maintenant, le 3 qui est current, le 2 il est toujours actif, et le 1 il n'est pas actif. Donc, je peux faire un autre log switch. Et voilà, le premier groupe il est current. Les autres ils sont actifs, c'est-à-dire qu'ils sont encore nécessaires. Donc, je peux connaître aussi qu'ils sont archivés ou non. Donc, les deux ne sont pas archivés. Par contre, celui numéro 2, il est déjà archivé. Donc, je peux aussi visualiser les membres. Donc, pour moi, j'ai deux membres, un et un B. Donc, toujours dans Data ORCL. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est provoquer la perte d'un fichier readlog, par exemple, le read 01. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la base de données. Je vais faire shutdown. Immediate. Et ensuite, je vais aller dans ORCL. Voilà. Donc, j'ai les fichiers readlog. Donc, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, j'ai deux membres par groupe. Je vais essayer d'effacer. Une fois que la base de données est arrêtée, donc je vais essayer de supprimer, d'accord, le groupe numéro 1. Voilà. Donc, je peux le supprimer. Et je vais essayer de démarrer la base de données pour voir est-ce que ça va provoquer un problème ou non. La table. Et voilà, la base de données ouverte sans aucun problème. On va essayer de basculer d'un groupe à l'autre. Donc, je vais essayer de faire Alter System, Switch, Log File. Donc, on a passé d'un groupe à l'autre, plusieurs fois, et aucun problème. Même si un membre qui est perdu. Donc,
qu'est-ce qu'il y a là? Donc, on va essayer de voir c'est quoi le problème. Donc, je vais faire select group number et status et membre. Donc, from v$, log file. Je peux faire un tri si je veux, order by 1 et 2, pour trier par le numéro et le nom. Donc là, la même chose, je vais faire call number format, je vais faire à 50, je l'exécute. Qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que tout simplement, il y a un groupe, qui est le groupe 1, Redo 01, qui est indiqué comme étant invalide. Mais puisqu'on dispose d'un deuxième membre, on continue à travailler sans aucun problème. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre le problème? Bah, je peux tout simplement aller et vider donc ce fichier groupe-là pour le rendre inutilisable. Et ensuite, on pourra donc recommencer à l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est encore, je vais me reconnecter parce que ma session certainement a expiré. 6 Oracle, ici DBA. Donc, dans serveur fichier readlog, et là, donc le premier groupe il est inactif. Donc, ce que je vais faire, c'est effacer le fichier journal, c'est-à-dire effacer son contenu. On ne va pas supprimer le fichier, on va supprimer juste son contenu. Donc, il va devenir un used. Donc, si je reviens maintenant, j'exécute la même requête, vous voyez, je n'ai plus de problème. Donc, le fichier a été recréé et la base de données continue à travailler normalement sans aucun problème. Donc, maintenant, on va essayer de passer à la récupération si on perd un fichier non critique. Donc, je rappelle qu'un fichier non critique, c'est un fichier qui n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de la base de données. C'est-à-dire qu'il ne va pas provoquer l'arrêt total de la base de données. Donc, s'il contient des tables, ces tables ne seront plus utilisables, mais les autres tables dans d'autres tablespaces vont continuer toujours à être utilisées. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? La première des choses, je vais essayer de créer une table. Donc, j'ai un tablespace users. Donc, ici, je vais consulter les différents tablespaces. Peut-être que vous l'avez remarqué, il y a un tablespace qui s'appelle users, un petit tablespace qui s'appelle users. Et on va essayer de créer une table. Je vais faire create table élève avec ID number 3 et nom par exemple par char 2, 30 par exemple, et je vais faire table 6 users, c'est-à-dire soit alloué dans le table 6 users. Je vais faire des inserts into élève values en quelques valeurs quelconques. Donc je peux faire ça plusieurs fois et je peux faire un commit. Donc si je fais select equal from élève, ça marche. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est provoquer la perte de ce fichier. Donc soit on le supprime, soit on le corrompt. Donc ce qui est bien avec les fichiers de données de Oracle, c'est que vous pouvez les ouvrir avec des éditeurs de texte. Donc Word, Pad, et je vais essayer d'ouvrir le fichier users. Je vais faire open. Je vais aller dans l'emplacement de la base de données. Hop. Oracle. Oradata. OSL. Je vais afficher tous les documents. Et là, je cherche users. Elle est là. Je vais faire ouvrir. Donc, ici, il me dit que voilà, il est utilisé par un autre processus, il est verrouillé. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est quoi? J'utilise un logiciel Lock Enter.
ça m'aide à résoudre ce genre de problème. Donc, je vais essayer de libérer le fichier d'abord. Browse for file, donc users. Voilà. Donc, il me dit que c'est Oracle qu'il utilise. Qu'est-ce que je vais lui dire? Unlock, c'est-à-dire juste libérer le fichier. Il est libéré. Maintenant, si j'essaie de l'ouvrir une deuxième fois, ça va marcher. Donc, c'est un fichier binaire. Vous voyez que il contient blablabla. Bla, 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 bla. Et ce que je peux faire, c'est que je peux vraiment supprimer ça. Je peux faire blabla, c'est-à-dire que le fichier il va devenir corrompu. Je vais faire enregistrer. Et je vais revenir à ma session. Donc, si je fais select étoile from HR.employees, maintenant, par exemple, donc HR.employees, c'est une table qui se trouve sur le space example. D'accord? Pardon. Donc, le fichier exemple aussi, il est endommagé pour moi. Et par contre, si je fais select étoile from user tables. Voilà, ça marche, la base de données est toujours opérationnelle. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est notre table select étoile from notre table qui est élève. From. Donc, là, parce que le buffer cache il est toujours là et il contient les données. Donc, si je fais alter système, je pense que flush, buffer cache. Si je fais encore le select, vous voyez très bien que maintenant, il me dit que le fichier 4, il est endommagé, il n'est pas disponible parce qu'il est corrompu. Donc, il est corrompu et vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va essayer de le remettre hors ligne. Donc, vous avez 0.1, je vais faire alter data file, database et data file. Je prends le même nom à partir d'ici. Et je vais faire offline, c'est-à-dire je le rends hors ligne. Donc une fois qu'il est hors ligne, je peux restaurer, donc je peux aller dans UM2, voilà j'ai des sauvegardes, CTRL-C, et je vais revenir à l'emplacement d'ORCL, donc ce user-là il est endommagé, je peux le supprimer, et je fais coller, et là je vais le remettre à son nom initial, et je reviens, et je fais recover. Donc, je vais faire la récupération pour avoir les informations, les dernières informations. Donc, recover, data file, j'indique le schéma complet. Donc, ici, il me dit est-ce que c'est une sauvegarde complète ou incomplète. Donc, si je fais cancel, ça veut dire que c'est incomplète. Moi, je veux une sauvegarde complète, je vais faire auto. Et voilà, il est en train d'appliquer tous les journaux. Il me dit que la récupération est terminée avec succès. Et maintenant, je peux le rendre online. Et je peux visualiser donc mes élèves. Et vous voyez que les données ne sont pas perdues et on a tout récupéré. D'accord? Donc, le dernier scénario qu'on peut visualiser, c'est quoi? C'est la récupération suite à la perte d'un fichier critique. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de provoquer la perte d'un fichier. Je vais faire shutdown. Parce que je dois supprimer les fichiers. Shutdown immediate.
Et là, je vais aller supprimer des fichiers critiques. Donc, les fichiers critiques, par exemple, c'est les fichiers système et CESOX. Ce sont des fichiers qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la base de données. Donc, si je fais Startup, là, il ne va pas pouvoir ouvrir la base de données. Donc, il va monter la base de données, mais il ne va pas l'ouvrir. Donc, le premier fichier rencontré, c'est système 01 et il est perdu. Donc, si je fais select status from $, instance, on va trouver que c'est mount. Donc, la base de données est montée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Tout simplement, on peut restaurer, parce qu'il est monté. Donc, on va aller dans notre sauvegarde. Et on avait une sauvegarde complète, UMA, donc dans la consistent backup. Donc, je vais récupérer les deux fichiers et les restaurer. Donc, vous avez vu que c'est une restauration et récupération gérée par l'utilisateur. Je dois tout faire par moi-même. Si on était sur Herman, c'est-à-dire une sauvegarde et restauration gérée par l'utilisateur, par le serveur, c'est Herman qui va s'occuper de récupérer les fichiers pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire recover database, parce que c'est plusieurs fichiers. Donc ici, je vais dire aussi auto, comme ça il va appliquer tous les fichiers journaux. Une fois que les fichiers journaux ils sont appliqués, je vais faire auto database, open, et voilà, ma base de données sera ouverte et accessible pour tous les utilisateurs. Donc LF, et ça marche. Donc si on a fait une récupération incomplète, c'est-à-dire à la place de faire auto, on a fait cancel, donc dans ce cas-là, lorsque vous allez faire alter database open, là, il faut ajouter bien sûr l'option reset logs. D'accord? Donc c'est pour réinitialiser tous les fichiers journaux. Et c'est tout pour cette démonstration.